Cérémonie monstre à Séoul, en Corée du Sud. Le pape a canonisé 103 martyrs devant une foule de 800 000 personnes. La difficile préparation du budget 85, plusieurs scénarios sur un même principe assigné par le chef de l'État, la réduction des impôts. 30 ans après un anniversaire douloureux, la chute de Dien Bien Phu le 7 mai 1954. En sport, double victoire française. En cyclisme, Éric Caritou remporte le Tour d'Espagne. En Formule 1, Alain Prost gagne le Grand Prix de San-Marin sur McLaren Porsche. Madame, monsieur, bonsoir. Il a 23 ans, il est originaire du Ventoux, il s'appelle Éric Caritou et il pourrait bien devenir le nouveau héros du cyclisme français. Pratiquement inconnu au peloton jusqu'à ces derniers jours, Éric Caritou a remporté aujourd'hui le Tour d'Espagne qu'il a dominé pratiquement de bout en bout. Il est vrai que l'Irlandais Sean Kelly n'y était pas, mais c'est une victoire encourageante avant le Tour de France. Roger Préserver 6 secondes d'avance seulement sur 140 km, cela peut relever de l'exploit si l'on sait que dans les derniers kilomètres de cette ultime étape, l'Espagnol Fernandez, deuxième du classement général, n'a cessé de placer des démarrages pour tenter de reprendre bien sûr le maillot jaune. Mais Éric Caritou et ses coéquipiers sont restés plus que vigilants. À Madrid, cet après-midi, c'est le Belge De Joncker qui l'a emporté au sprint, mais qu'importe pour Éric Caritou, lui visait bien entendu la victoire finale. Éric Caritou est l'une des nombreuses découvertes du sorcier du cyclisme Jean de Gribaldi qui est allé chercher ce coureur de 23 ans à Flassan, petit village du Vaucluse, à quelques coups de pédale du Mont Ventoux. C'était il y a 2 ans. Éric Caritou, depuis ses débuts en compétition, à l'âge de 14 ans, avait remporté 80 victoires chez les amateurs. Et quand on est né pratiquement au pied du Mont Ventoux, on devient par la force des choses un excellent grimpeur. C'est d'ailleurs dans ce col qu'Éric Caritou s'est révélé cette année en remportant une étape de Paris-Nice, dont la victoire finale est revenue à son leader d'équipe, l'Irlandais Sean Kelly. En dehors de ses grandes qualités de grimpeur, lorsqu'on sait que depuis le départ de ce Tour d'Espagne, Éric Caritou n'a cessé de recevoir crachats, pierres et autres coups de poing de la part des spectateurs, on peut dire que ce garçon timide a de belles ressources morales. À suivre. Ils étaient venus par milliers sur le circuit d'Imola soutenir, selon la tradition, les Ferrari. Mais c'est une McLaren qui a gagné aujourd'hui le Grand Prix de San-Marin, la 4e épreuve comptant pour le championnat du monde en Formule 1. Et c'est le Français Alain Prost qui a largement dominé la course, confortant ainsi son avance au classement mondial des conducteurs. Lionel Chamoulot. Hésitation pour certains au départ, notamment pour Keke Rosberg et Niki Lauda. Prost, lui, n'hésite pas, il prend le meilleur sur Piquet. Alain Prost s'installe en tête de ce qui va être une course à élimination. Première victime, Patrick Tambay. Après avoir touché Shiver, il sort de route. C'est fini également pour Keke Rosberg. Prost est toujours en tête et Niki Lauda, son coéquipier, passe Alboreto et Arnoux. Mais Lauda, dans sa belle remontée, casse. Et voici le tournant de la course. Problème de frein, jolie tête à queue. Heureusement, Prost ne cale pas. Il peut repartir avec Boutsen à ses côtés. Les tifosi s'affolent. Alboreto s'arrête au stand et ne repart pas. Mais René Arnoux, sur l'autre Ferrari, commence une bien belle remontée. Il passe tour à tour Théo Fabi et Derek Warwick. Comme en plus Piquet, le deuxième, abandonne, moteur cassé, Arnoux s'installe derrière Prost. De Césari sur sa Ligier tombe en panne sèche alors qu'il est en 3e position. Quant à Alain Prost, à part une grosse frayeur, il s'impose sans problème. 2e succès de l'année et 11e victoire depuis le début de sa carrière. 25 secondes plus tard arrive Arnoux, 3e De Angelis malgré une panne d'essence, 4e Warwick. Championnat du monde, Prost avec 24 points prend le large. Second Warwick à 11 points. 3e Arnoux et De Angelis à 10 points. Il n'y a vraiment rien de fait. L'année dernière, à la même époque, j'étais aussi en tête du championnat du monde. J'avais peut-être un peu moins de points. Ce qui est sûr, c'est que je suis bien parti, mais il faut attendre. De toute façon, le championnat, il est très long. Et les voitures ont tendance à évoluer beaucoup. Donc une voiture qui est très, très bonne, un Grand Prix, peut l'être un petit peu moins bien. Le Grand Prix d'après, il faut attendre. C'est beaucoup trop tôt pour dire ça. Prochaine épreuve, le Grand Prix de France, le 20 mai, sur le circuit de Dijon-Prenois.
Le président Mitterrand a rendu visite en fin de journée au Premier ministre, hospitalisé depuis avant-hier au Val-de-Grâce à Paris. Monsieur Mauroy, je vous le rappelle, souffre d'une pneumopathie aiguë et restera à l'hôpital, en tout cas jusqu'en milieu de semaine prochaine. Chose promise, chose due, mais à quel prix? Le président Mitterrand, on le sait, s'est engagé à diminuer les impôts et les cotisations sociales l'an prochain. Un allègement qui fera plaisir aux contribuables, mais qui complique encore la tâche des experts du ministère de l'économie et des finances qui travaillent sur la préparation du budget 85. Jacques Delors l'a confirmé ce matin sur Europe 1, les particuliers et les entreprises paieront moins d'impôts, mais le choix n'est pas encore arrêté entre diverses formules. Geneviève Moll et Christian Marimolo. Dans la première hypothèse, celle dont on parle aujourd'hui, 3 types de mesures seraient envisagées. Les impôts directs baisseraient de 3 à 6%, moins que l'inflation. Pour les économiquement faibles, c'est-à-dire ceux qui ne paient pas d'impôts, c'est la taxe d'habitation qui serait allégée. Pour les entreprises, la taxe professionnelle serait aménagée et n'augmenterait pas en 85. Seconde hypothèse, plus modérée, celle-là, à peu près les mêmes mesures seraient retenues, mais étalées sur 2 ans, afin de ne pas compromettre les objectifs économiques du gouvernement. Troisième hypothèse, plus maximaliste mais plus avantageuse pour nous, la baisse des impôts devrait être égale ou supérieure à l'accroissement de l'inflation, afin que les Français paient effectivement moins d'impôts. D'autres solutions pourraient intervenir d'ici à juillet 84, date à laquelle le président de la République tranchera. Mais François Mitterrand veut, de toute manière, aller dans le sens de sa promesse de septembre 83, les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales, devront baisser de 1%. Quelle que soit l'hypothèse retenue, le gouvernement devra tailler dans les dépenses. Il ne lui reste plus que 2 mois pour trouver la solution qui réponde à la fois à l'engagement du président de la République et soit supportable par le budget de l'État. Le 1% de baisse des impôts et cotisations sociales concerne à la fois le particulier et le chef d'entreprise. Son coût, 40 milliards de francs, mais plus sûrement 70 milliards. Ce sont autant de dépenses publiques en moins. Alors comment s'y prendra le gouvernement? Tout d'abord, par une réduction du nombre de ses fonctionnaires, environ 10 000. Par une diminution de l'action économique du gouvernement dans des secteurs comme l'agriculture, le logement et l'action sociale. Mais les programmes prioritaires, pour le moment, en sont exclus. Pas de réduction en effet pour la recherche, l'industrie et l'innovation. Plusieurs zones d'ombre demeurent cependant. Si le chômage augmente, ce qui risque d'être le cas d'ici 1985, l'indemnisation aussi va augmenter. Il faudra donc prévoir une augmentation des dépenses sociales. Certains programmes importants tels que le TGV Atlantique, les autoroutes urbaines, l'Opéra de la Bastille seront-ils menacés? Enfin, la réduction des crédits ne risque-t-elle pas d'affaiblir la France au moment où celle-ci est sur la bonne voie de la reprise économique? À l'Élysée, on est bien conscient de ces difficultés, mais cette promesse sera tenue, nous a-t-on affirmé ce matin, car surtout 1985 est à la veille des élections de 1986. Mais surtout aussi, ce sera la première fois depuis que l'impôt sur le revenu existe, depuis 1914, qu'un chef de l'État donnera un coup d'arrêt à la hausse de l'impôt. La rigueur accrue du budget 85 nourrit les dissensions au sein de la majorité. Le secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais, a réitéré aujourd'hui à Amiens ses attaques à l'encontre de Jacques Delors. Moins d'impôts, c'est un faux semblant, a-t-il dit. De son côté, Jean-Pierre Chevènement, qui anime l'aile gauche du Parti socialiste, a suggéré sur Radio Monte-Carlo la formation d'un gouvernement de salut public pour réussir la modernisation industrielle du pays. Je voulais, pour rire, faire une surprise au pape. C'est en ces termes qu'un jeune Coréen de 23 ans, qui selon les autorités avait subi plusieurs traitements psychiatriques, a expliqué le geste qui ce matin à Séoul a pris de court les policiers assurant la sécurité de Jean-Paul II. Il s'était précipité vers le cortège avec un pistolet à amorce, en fait un jouet d'enfant en plastique. L'incident n'a pas troublé la sérénité de Jean-Paul II qui un peu plus tard, devant une foule immense, a procédé à la canonisation de 103 martyrs, victimes de la répression anticatholique au XIXe siècle en Corée. Jean-Claude Darigo. Aucun autre événement n'avait jamais rassemblé une foule aussi immense à Séoul en Corée que la canonisation des 103 martyrs ce matin. Une foule évaluée à 800 000 personnes, des Coréens en majorité, mais aussi un groupe de Français venus des diocèses d'origine et des familles des 10 missionnaires canonisés aux côtés des 93 chrétiens qu'ils avaient évangélisés au XIXe siècle.
Depuis le Moyen-Âge, les canonisations se sont toujours effectuées à Rome, le centre du catholicisme. En rompant avec cette tradition, Jean-Paul II a voulu particulièrement honorer l'église de Corée, qui manifeste une vitalité hors du commun. Ici, les séminaires sont pleins, les congrégations religieuses regorgent de candidats et l'intelligentsia se rue en masse vers le christianisme. Pour la cérémonie, le pape avait revêtu une robe royale coréenne de soie rouge et or confectionnée spécialement pour lui, d'après les vêtements d'apparat de la dynastie Yi. Un geste de réconciliation et de pardon, c'est sous le règne des Yi que la plupart des martyrs canonisés ce matin ont été exécutés avec 12 000 autres chrétiens dont l'histoire n'a pas gardé les noms. En évoquant ceux et celles qu'il a élevés au rang des saints, Jean-Paul II a rappelé la phrase selon laquelle le sang des martyrs provoque toujours une floraison de chrétiens, et il a demandé que l'on prie pour les catholiques de l'église du silence de la Corée du Nord. La messe de canonisation des 103 martyrs, incontestablement le point culminant de la visite du pape Jean-Paul II en Corée du Sud. Tout se serait parfaitement passé s'il n'y avait eu l'épisode ce matin du revolver brandi par un déséquilibré en direction du pape. Il ne s'agissait en fait que d'un jouet en plastique, mais une nouvelle fois on a pensé, et si le revolver avait été une arme véritable? Demain, Jean-Paul II est attendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée et des milliers de guerriers au visage peint et de danseuses aux seins nus sont déjà descendus des montagnes pour aller l'accueillir. Pour la première fois en 9 ans de guerre civile, une marche pour la paix devait rassembler aujourd'hui à Beyrouth tous les Libanais de bonne volonté, prêts à manifester leur lassitude et leur dégoût d'un conflit que les diverses factions ne cessent d'entretenir. La preuve en est faite encore une fois, puisque de violents bombardements hier ont contraint les organisateurs à annuler cette manifestation. À Paris, en revanche, plusieurs centaines de personnes ont défilé pour la paix au Liban. Patricia Coste. Des obus se sont de nouveau abattus au hasard dans les quartiers résidentiels des secteurs musulmans et chrétiens de Beyrouth. Ces femmes pleurent l'un des membres de leur famille qui vient d'être tué. Le bilan de cette dernière flambée de violence est de 22 morts en 24 heures. Passage du musée, seule voie d'accès entre les deux Beyrouth, une stèle pour la paix a été déposée par les organisateurs de la marche qui devait avoir lieu ce matin à cet endroit. Hier, d'après les partisans de la paix, les artilleurs auraient précisément visé cet emplacement. Ils ont repris leur stèle, ils reviendront. Je ne crois pas que c'est quelque chose qu'ils vont laisser tomber. Je crois que la force qu'ils ont eue maintenant, cette prise de conscience que tous les Libanais ont eue, de tous les côtés, de tous les bords, va continuer d'une façon ou d'une autre. Je ne crois pas qu'ils vont laisser tomber cette chose. Ça ne va sûrement pas les décourager. À Paris ce matin, comme dans plusieurs grandes capitales, les exilés du Liban, toutes communautés confondues, ont maintenu, eux, leur manifestation pour la paix qu'ils devaient faire au même moment que les Beyrouthins. Ils étaient entre 1000 et 1500, avec quelques banderoles, mais pas de slogan ni de mots d'ordre. Et pour nombre d'entre eux, c'était une première. C'est une manifestation où tout le monde peut s'exprimer. Moi, c'est la première manifestation de ma vie où je participe. Ici, ça doit être le père qui en a marre d'avoir peur pour ses fils. Il y a la mère qui n'a pas arrêté d'avoir de dépression. Et il y a le gosse qui veut s'amuser, qui veut vivre, c'est tout. C'est la première fois où quand même des gens qui ne pensent pas forcément la même chose se réunissent pour, sans avoir défini une plateforme. D'ailleurs, il n'y a pas de tract, il n'y a pas de slogan. Et je pense que c'est l'idée d'un Liban dans 20 ans, quoi. Dans 20 ans, c'est loin. Ah oui, parce que tant qu'il y a la génération actuelle des grands leaders féodaux et qui chacun est bien ancré chez lui et ne compte pas laisser la place à ceux qui souffrent vraiment et qui ont vraiment des choses à dire. Tant que c'est comme ça, je pense qu'il faut attendre 20 ans. Des manifestants qui se voulaient sans illusion, mais non pas sans espoir. À Beyrouth, 25 officiers et sous-officiers français sont arrivés ce matin pour renforcer le contingent des observateurs à casque blanc, bien impuissants à enrayer la reprise des combats.
C'en est fini cette fois des ambitions présidentielles de Gary Hart. Le jeune sénateur a comme prévu perdu l'élection primaire du Texas au profit du grand favori pour la candidature démocrate à l'élection présidentielle américaine, Walter Mondale. C'est fini en effet pour Gary Hart. Hier, Walter Mondale a gagné le Texas, Jesse Jackson la Louisiane et Gary Hart n'a rien gagné du tout. Les deux consultations primaires démocrates ont sonné le glas de tous ses espoirs. Il n'a pas remporté une victoire depuis plus d'un mois et ne dispose désormais que de 688 délégués contre 1249 à Walter Mondale. Du reste, pour les dirigeants démocrates, les jeux sont faits et il s'agit maintenant de réconcilier les trois hommes afin d'offrir un front uni face à Ronald Reagan. Pourtant, Gary Hart ne se considère pas encore battu et il n'est pas question pour lui d'être candidat à la vice-présidence, comme des rumeurs le laissaient entendre. « Je fais campagne pour la présidence », vient-il de déclarer, et je ne pense pas de toute façon que je ferai un très bon numéro 2. 3 élections sont suivies avec attention à Washington, 3 élections présidentielles à Panama, en Équateur et surtout au Salvador. Le second tour qui se joue au Salvador entre le démocrate chrétien Duarte et le major d'extrême droite d'Aubuisson a eu lieu aujourd'hui dans le calme et l'ordre cette fois. Bernard Benjamin. Pas de doute, les dimanches d'élection se suivent au Salvador et ne se ressemblent pas. Le 25 mars, lors du premier tour, la désorganisation avait été totale. Aujourd'hui, c'est l'ordre et le calme qui caractérisent le second tour. En dehors d'une attaque lancée hier soir par la guérilla contre la ville de San Miguel, tout se passe normalement, du moins pour l'instant. Il faut dire que l'issue du scrutin ne fait guère de doute pour les Salvadoriens. 3 enquêtes d'opinion simultanées ont donné les mêmes résultats. Napoléon Duarte, pour la démocratie chrétienne, gagnerait avec 60% des voix, contre 40 à Roberto d'Aubuisson pour l'Arena. Voilà peut-être pourquoi le Conseil national des élections a annoncé un dépouillement rapide. Dès demain matin, en effet, il est possible que l'on connaisse le nom du vainqueur. Lors du premier tour, il avait fallu attendre une semaine les résultats. Ils étaient 13 000 et pendant 55 jours et 55 nuits, ils ont tenu bon, assiégés dans une cuvette par 50 000 Viet Minh. Le 7 mai 1954, il y aura 30 ans demain, Dien Bien Phu tombait. La défaite du corps expéditionnaire français signa la fin de la présence française en Indochine, accéléra la chute de la 4e République et prépara la voie à une autre guerre au Vietnam, la guerre américaine. Les autorités vietnamiennes ont fait maintenant du champ de bataille un parc historique et de grandes cérémonies sont prévues demain pour marquer cet anniversaire. Sur place, Jérôme Canapa. Nous sommes ici aux abords de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, un petit village à 300 km au nord-ouest d'Hanoï. Pour le 30e anniversaire de la fin de la bataille, le gouvernement vietnamien a voulu célébrer avec éclat sa victoire sur la France. Des affiches, des banderoles, des dessins sur lesquels sont représentés les prisonniers français partis en captivité avec, à leur tête, le général de Castres. Dien Bien Phu, le 20 novembre 1953, c'est aux abords de cette piste d'atterrissage recouverte aujourd'hui par les herbes que 5000 parachutistes sont largués sous les ordres du colonel Bijard. Leur mission, restaurer la piste, installer des défenses, consolider le dispositif en fortifiant la colline tout autour du camp. L'aérodrome est ouvert, effectivement, mais il est entouré de 5 points d'appui, 5 noms de femmes, Claudine, Huguette, Anne-Marie, Dominique, Étienne. Au total, plus de 16 000 soldats français vont être engagés dans l'une des plus formidables batailles de l'histoire récente. C'est dans ce PC souterrain qu'est installé le commandant en chef des forces françaises, le général de Castres. De Castres croit maîtriser la situation, mais très vite il doit déchanter. Les patrouilles françaises se heurtent aux troupes du Viet Minh qui encerclent la cuvette, longue de 15 km et large de 7. Le 13 mars, un bombardement d'artillerie s'abat sur le camp français, un déluge de fer et de feu qui dure 48 heures sans discontinuer. De l'autre côté, dans la jungle, un jeune général commande les troupes du Vietnam. Sa victoire sur les soldats français le couvrira d'honneur et de gloire.
Il va devenir un véritable héros national dont la légende dépasse très vite le cadre étroit des frontières de son pays, son nom, Von Nguyen Giap. C'est également d'un PC souterrain qu'il donne l'ordre d'harceler jour et nuit les troupes de l'adversaire. Pendant plusieurs semaines, les combattants Viet Minh vont installer des pièces d'artillerie sur les collines. On enterre, on creuse, on camoufle. Et les soldats français, ironie de l'histoire, ne découvriront les canons de l'ennemi qu'en partant en captivité, le piège s'est refermé. Le piège français, ou pour mieux dire franco-américain, n'était pas aussi absurde comme certains le pensent. Parce que eux, ils étaient des militaires de carrière expérimentés. Le fait est qu'ils furent pris à leur propre piège. Pourquoi? C'est parce que au cours de la guerre coloniale, une guerre injuste, en général, les généraux français puis américains ont toujours surestimé leur propre force, la force de l'armement, de la technique moderne. Les patrons surestimaient et sous-estimaient, n'est-ce pas, patrons sous-estimaient les forces de l'adversaire, la force de notre armée, de tout un peuple qui est la force du facteur humain, n'est-ce pas, qui lutte pour un idéal, pour le droit à la vie, pour l'indépendance, à la liberté. Dien Bien Phu, 55 jours de combats acharnés, 3000 morts français, 10 000 morts vietnamiens, des milliers de prisonniers dont la captivité se transforme très vite en véritable enfer. Pour certains, la torture et d'autres, la rééducation. Leur calvaire se termine enfin le 20 juillet 1954, après la signature des accords de Genève par le nouveau président du Conseil, Pierre Mendès France. Avec la décolonisation de l'Indochine, commence alors l'une des expériences les plus passionnantes de la vie politique française. Plus d'excursions en France pour les touristes britanniques sans passeport. À partir du 8 juillet prochain, les autorités françaises qui craignent l'immigration clandestine ont mis fin à un accord qui permettait aux Britanniques depuis plus de 30 ans de passer 3 jours en France sans passeport. La décision française est d'autant plus mal accueillie à Londres que selon leurs usages, les Britanniques, eux, sont les seuls au sein de la communauté à ne pas avoir de carte d'identité. La fièvre électorale règne ce soir à Noisy-le-Grand, en tout cas dans les états-majors politiques, à la suite de l'inversion par le Conseil d'État des résultats de l'élection municipale de mars 83. 2 femmes se disputent le choix des électeurs qui ont voté aujourd'hui, Marie-Thérèse Gutmann, communiste, et Françoise Richard, RPR. Jean-Louis Le Senne, vous êtes à la mairie de Noisy-le-Grand, les bureaux de vote sont maintenant fermés. Alors quel est le taux de participation définitif? Est-ce qu'on le connaît? On ne le connaît pas pour l'instant, non. Je vous dirais simplement que même pendant les formalités de vote, les uns relisaient le code électoral, les autres comptabilisaient la présence devant l'urne d'amis ou d'adversaires politiques. Pourtant, aucune tension particulière ici à Noisy n'a marqué ce 3e tour des municipales, à l'issue d'une campagne également sereine, où les 2 adversaires principales, la communiste ancien maire Marie-Thérèse Gutmann et la RPR Françoise Richard, ne se sont accrochés que par tract, par affiche ou par avocat interposé sans jamais se rencontrer. Ce soir, à l'heure où commence le dépouillement, le dernier taux officiel de participation connu est celui de 16 heures. Il donne une participation légèrement plus faible qu'en mars 83, avec pourtant une abstention moindre dans les secteurs reconnus comme plutôt favorables à l'opposition. En tout cas, des fluctuations trop marginales pour qu'on puisse en tirer dès à présent des conclusions, d'autant plus que personne n'est en mesure ici de dire quel accueil les électeurs de Noisy auront réservé à la 3e liste, celle du socialiste dissident Lucien Seressec, qui par sa seule présence pourrait bien contraindre les électeurs de Noisy à fréquenter de nouveau les urnes dimanche prochain. Jean-Louis Le Senne, nous vous retrouverons dans notre dernier journal à 23h15. Légitime défense à Nancy, un gardien de la paix a tué hier soir un jeune Algérien qui le menaçait de son arme. Et puis ce drame en Haute-Garonne, un chien de traîneau a mordu et tué le nouveau-né de ses maîtres à Villefranche de Lauragais. C'est une leçon de courage et de dextérité qu'ont donné les joueurs de tennis qui viennent de disputer les premiers championnats d'Île-de-France dans leur catégorie. Ils jouaient dans des fauteuils roulants.
Dominique Leglou a rencontré le gagnant Pierre Fusade. Non, ce n'est pas l'affreux JR, c'est Pierre Fusade. Il a 26 ans, il est professeur d'éducation physique. En 1978, un banal accident de la route, il veut éviter un chien, fait de lui un paraplégique. Le moniteur de tennis se retrouve dans un fauteuil. Qu'à cela ne tienne, il continue à donner des leçons. Il peut toujours distribuer les balles. Mais il ne croit plus à la pratique du tennis en compétition. Erreur, un peu adapté avec 2 rebonds, le tennis est possible, la compétition aussi. L'idée est venue des États-Unis. C'est Jean-Pierre Limborg, le numéro 2 français, qui l'a imposé en France. Compositeur de métier, c'est au cours d'un voyage d'études qu'il a découvert. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, le tennis handisport compte une centaine de joueurs. Sa marge de progression, en quantité et en qualité, est encore immense. Au niveau du fauteuil roulant, s'il n'y a pas réussite dès le début, il y a échec total. Il n'y a pas de débrouillardise. Ce qui fait que la plupart des joueurs qui commencent à se débrouiller ont envie de progresser et la marge de progression est très très rapide. Par rapport aux Américains, il y a un retard de 5 à 6 ans. Vous avez comblé ce retard? Je crois que sans peine, vraiment sans peine. Vous avez un autre tennis que le leur? On a un tennis un petit peu différent qui au départ était dû à un matériel roulant différent. On était très en retard sur eux et on recherchait plus l'efficacité, le point gagnant plus rapidement que des échanges parce que nous n'avions pas la possibilité matérielle de faire des échanges. Alors ça vous amène à jouer plus vite et mieux? Ça nous amène à jouer plus vite et mieux. Finalement, l'Amérique, c'est pas si loin. Les résultats du tiercé d'aujourd'hui à Longchamp. À l'arrivée, vous allez les voir dans l'ordre, le 2, le 6 et le 10. Les rapports pour 5 francs dans l'ordre, 2497 francs 50. Et dans un ordre différent, 499 francs 50. Une compétition originale a animé tout un quartier de Paris. Aujourd'hui, une course à patins à roulettes organisée par l'Institut supérieur de gestion avec le concours de la direction départementale du temps libre et de la jeunesse et sport de Paris. Jean-Pierre Quinson et Daniel Maillot ont suivi la course. Impressionnant le départ de ce 4e Paris sur roulette. Le but de l'opération, mettre le maximum de gens sur les 8 roues de 2 patins. Ce matin, ils étaient plus de 5000 au départ du Trocadéro. Une majorité d'adolescents venus pour la plupart sans véritable esprit de compétition. Bien sûr, il y avait les champions. Ils bouclèrent en moins de 30 minutes les 15 km du parcours. Mais aussi les originaux. C'est loin d'arriver? Oui. Alors ça va. Des excentriques, parfois fatigués, qui rejoignaient le camp des resquilleurs. Des abandons aussi, mais même si l'on renonçait, on continuait à regarder les autres patiner. Sur une jambe Selon la fédération, il y a en France 10 000 licenciés et plus de 40 000 pratiquants réguliers. Pas de doute, pour le patin, ça roule. Et le temps de demain, Brigitte Simonetta? Oui, je dois commencer par faire amende honorable parce que hier soir, je vous annonçais du beau temps pour aujourd'hui. Or, vous l'avez constaté, ces prévisions étaient erronées. Vous êtes parti à la campagne, le cœur léger, vous vous êtes retrouvé marchant dans la boue en grelottant. Pourquoi? Parce qu'une perturbation est descendue du nord à toute vitesse et sans crier gare. C'est à mettre dans les 2% d'erreur. Alors pour demain, je dirais sans grand risque que c'est un temps médiocre. Regardez la carte donc pour demain. Dès cette nuit, des orages devraient éclater sur les
Pyrénées et le Massif central. Et demain, toute la journée, les ondées orageuses intéresseront la moitié sud du pays. Sur la moitié nord, ce sera également un temps gris, mais dans l'après-midi, quelques éclaircies courtes, timides, se développeront. Les températures sont en baisse, 6-10 degrés le matin et l'après-midi de 12 à 17 degrés sur la moitié nord et de 16 à 21 degrés sur la moitié sud. En ce lundi 7 mai, le soleil se lèvera à 6h20, se couchera à 21h15 et ce sera la fête des Giselles. Deux magazines à vous signaler. D'abord un nouveau venu, un mensuel qui s'appelle Notre Histoire, l'histoire religieuse de l'humanité. Et puis le numéro anniversaire du magazine Elle, en vente déjà depuis quelques jours, le numéro 2000, qui mesure bien le chemin parcouru par les femmes en France depuis le lancement de Elle en 1945 par Hélène Gordon-Lazaref. Voilà, à 23h15, Jacques Ségui vous présentera notre dernier journal et parlera sport avec un comédien, Francis Huster. Demain, 12h45, antenne de midi avec Daniel Bilalian, 18h30, c'est la vie. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très bonne soirée.